Ceux qui tentent de trancher de manière définitive la question de la priorité de l'art ou des arts en faveur du premier ou des seconds sont le plus souvent des conservateurs en matière de culture, car leur intérêt est de rapporter l'art à des invariants qui, ouvertement ou implicitement forgés sur des modèles passés, servent à la diffamation de ce qui est présent et à venir. Partout, la pensée conservatrice, pleinement réactionnaire, incline aux alternatives entre le bon grain et l'ivré. Elle recule d'effroi devant l'idée de la contradiction objective au sein des phénomènes. La dialectique est décriée comme sorcellerie sophistique, sans que la moindre place soit concédée à la possibilité de son fundamentum in re. En Allemagne, celui qui plaide le plus résolument pour une différence qualitative entre les arts, au point de ne quasiment plus admettre de concept d'art, c'est Rudolf Borchardt. Bien qu'enclin à un archaïsme extrême, il a payé son tribut à Hegel dans un essai sur Benedetto Croce, où il fait pourtant montre d'une incompréhension radicale. Croyant à tort que c'est seulement avec Croce que Hegel, au-delà des querelles d'école, aurait fait époque, Borchardt n'a pas remarqué que Croce a dépouillé la philosophie hegelienne de son moment véritablement dialectique, devenu moment mort. Il l'a nivelé en la réduisant au concept d'évolution qui était monnaie courante autour de 1900 et à la juxtaposition paisible du différent. Quant à l'intention de Borchardt, consignée dans son essai Über den Dichter und das Dichterische, du poète et du poétique, aucune dialectique ne vient l'affecter. Invoquant Herder, il voudrait, l'entendant comme langue originaire transcendante aux arts et facultés de voyance, mettre le poétique hors de portée de tout art. Des catégories comme l'intouchable, l'immunité divine, l'exception, la sanctification seraient propres à la poésie et à elle seule. En une fresque historique, Borchardt dessine à grands traits le conflit toujours plus aigu entre le poétique et le monde profane. La parole est à l'irrationalisme. Oubliez votre aesthesis, oubliez votre intelligence, le poétique ne leur est pas accessible. L'artistique peut bien leur être accessible, la littérature peut l'être aussi, mais là où le poétique entre aujourd'hui en scène parmi vous, il s'agit, comme dans les jours de Solon et d'Amon, d'une totalité intégrale dans laquelle se trouve la loi, la religion, la musique, dans laquelle finalement se trouve presque autant la formule magique que la vie vivante. Bref, un tout en tout, une encyclopédie du monde, radicalement différente de l'encyclopédie scientifique du monde. Impossible de rejeter l'objection suivante. Quel rapport une telle totalité encyclopédique entretient avec les arcanes bochardtiens? Bochart poursuit. Chaque ingénium poétique lui donne une nouvelle naissance, et elle en tire le vœu de retrouver figure, de se transporter jusqu'à vous comme aux époques passées, sous la forme temporelle du passé et du futur, sans présent. Elle est, comme autrefois, prédiction du futur. En elle, il y a aussi bien le futur que le jour éternel de la création, non pas en tant que révolution politique, comme les intellectuels le prétendent, mais bien en tant que retour à Dieu des enfants de Dieu, comme dans les jours anciens où le poète allait avec sa couronne et son bâton. Borchardt visait à rien de moins qu'à l'apothéose non métaphorique de la poésie. Il visait à laisser advenir avec la réserve de la pudeur et une crainte respectueuse la chose si admirable qui peut avoir encore demeure et séjour entre vous et parmi vous. Le divin en ses formes propres. Attendez la révélation et ne lui prêtez pas la main. Or, c'est là, selon Borchardt, ce qui précisément se produirait dans les autres arts, donc dans les arts plastiques. Avec une naïveté forcée, il cherche à se replacer une fois encore dans la situation de l'homme originaire, face auquel se tient d'un côté le poète, tel que j'ai tenté de le décrire, et de l'autre l'artiste, sculpteur ou peintre. L'artiste, vous pouvez le voir au travail, vous êtes à côté de lui, vous observez comme il crée, comme il fond le bronze, et il travaille à la lime, comme il dessine, et vous établissez clairement ce que veut bien être, ce qu'il donne à voir. Il modèle, et vous établissez clairement, et d'après quoi il modèle, ou ce dont il prépare le modèle. Le principe d'identité d'abord, puis le regard esthétique forment leur combinaison selon les catégories de l'adéquat, du semblable, du beau. Néanmoins, ce qui m'importe, c'est ceci, aux yeux de l'homme naïf et originaire, le peintre ou le sculpteur est quelqu'un qui possède un métier, et quelqu'un dont le travail, lorsque vous êtes à ses côtés et que vous l'observez, suscite chez l'observateur naïf une admiration étonnée, une joyeuse approbation sans jamais être une énigme, car vous voyez bien comment il produit son œuvre. S'agissant du poète, au contraire, vous ne voyez pas comment, personne ne l'a vu,
Il manque dans les arts du sensible aux yeux des Grecs et de l'homme des origines tout ce que je viens d'énoncer devant vous. Il manque le mystère, il manque le problème. Et même lorsqu'on avait affaire à des virtuosités de très haut niveau, d'un niveau toujours plus haut, ce qui leur manquait, c'était l'ivresse. C'était cette conscience qu'il y avait quelque chose de transcendant. La muse des arts plastiques ne s'appelle pas muse, elle s'appelle techné. Ce qui lui manque, c'est la démonie, l'incalculable. Le pathos est un peu faisandé qui s'élève contre le monde désenchanté et réifié. La rhétorique ne résiste pas, si l'on s'en tient obstinément au phénomène. Que les genres artistiques historiquement issus de l'artisanat soient dépourvus de la violence souveraine, de la capacité de donner une expression à l'extrême, seul peut le prétendre celui qui voudrait assigner une fois pour toutes à l'artisanat ce qui un jour a surgi comme artisanat. Seul peut le prétendre celui qui est aveugle à l'invisible dans le visible. Le faire dans la visibilité ne coïncide pas avec la teneur de vérité esthétique, et l'on peut aussi lire par-dessus l'épaule du poète qui écrit. L'énigme que Borchardt réserve à la seule poésie est la marque de tout art qui dit, sans le dire pour autant, ce qu'il dit. Sans doute y avait-il déjà présent à l'origine de l'art plastique, dans le pouvoir mimétique, justement, cet élément qui contrarie la rationalité constructrice, cet élément dont la parole émane de la sculpture archaïque. Il est absolument certain que l'art plastique, précisément avec le progrès de la techné, se l'est accaparé. L'opposition beauchartienne entre l'art plastique comme techné et la poésie n'est pas pertinente, car le médium de l'art plastique est aussi ce dont Borchardt voudrait l'éloigner. Il est langue, sans parler du fait que la musique ne cadre tout simplement pas avec son schéma dichotomique. Par ailleurs, les traits techniques, artistiques au sens strict où il entend, sont tout autant ceux de la poésie et contribuent de manière décisive à l'accomplir. Il est inconcevable qu'un virtuose de la langue comme Borchardt, dont le plaidoyer pour la poésie a bien dû être pro-domo, ait pu y être aveugle, et qu'il ait pu, tel un compositeur d'opérette, pris d'un audacieux enthousiasme pour Mozart, tout reporter sur l'inspiration. Il a traduit en allemand Pindar, Dante et, avec quelle maîtrise, Swinburne. Voudrait-il donc refuser au poète lyrique d'Orient ce tour de main qu'il nomme avec une coquetterie archaïsante Banausich, du grec banausos, artisan, rustre, grossier. L'œuvre du Florentin, grosse de connaissances pratiques et d'allégories, n'est-elle pour lui qu'ivresse? N'a-t-il aucune oreille pour les composantes techniques séparées de leurs matériaux et le maîtrisant par là même dans les vers musicaux de Swinburne? Le colosse de la poésie que la force suggestive de Borchardt fait apparaître comme par enchantement est, selon le proverbe, un colosse au pied d'argile. Il n'est qu'une blague. La pléthore d'associations et d'oppositions est une tromperie sophistique. Cet objet que Borchardt qualifie de sérieux entre tous, cet objet dont il aurait quelque chose à dire dès qu'il est pris un tant soit peu au sérieux, se rit de toute tentative de fixer de manière définitive, pour ainsi dire ontologique, les genres artistiques les uns par rapport aux autres. La position contraire dans ce débat à celle de Borchardt, la position de Martin Heidegger, n'est certes pas moins ontologique, même si précisément comme telle, elle est plus réfléchie. De fait, les commentaires de Heidegger sur Hölderlin contiennent des passages qui, en s'appuyant sur les propres vers de Hölderlin, reconnaissent au poète, en tant qu'il est le fondateur, une prérogative semblable à celle qui lui attribue Borchardt. Tous deux y ont été incités par l'école de George. Mais en comparaison de l'artiste, Heidegger aspire beaucoup plus fortement à l'unité. Ainsi le veut le concept de l'être, qui est au centre de sa pensée. Sa théorie de l'être, qui veut que l'être soit toujours déjà dans le monde et qu'il soit transcendance jusque dans les temps, lui interdit de sous-évaluer la technique. Il en était déjà ainsi de son ancien parti pris métaphysique pour l'artisanat, modèle premier dans l'être étant de l'être à portée de la main, Zuandenheit. Si Borchardt amalgame l'art et la religion, s'il escamote l'élément de sécularisation qui dans l'œuvre d'art est constitutif, le texte de Heidegger sur l'origine de l'œuvre d'art, dans Holzwege, a lui le mérite de décrire sobrement la choséité de l'objet. Donc, comme le dit Heidegger avec ironie et à juste titre, même le fameux vécu esthétique ne parvient pas à s'approcher. La choséité et l'unité, celle de la ratio, qui certes disparaît dans le concept heideggerien de l'être, s'entrappartiennent. Mais Heidegger fait un pas au-delà jusqu'à cette proposition inacceptable pour Borchardt, selon laquelle tout art est par essence de l'ordre du poétique, Dichtung, et selon laquelle dès lors l'art de bâtir, l'art de l'image et du son doivent être reconduits à la poésie. L'arbitraire de cette proposition ne lui échappe pas dans la mesure où elle se réfère aux arts réels comme à quelque chose d'ontique, pour reprendre sa terminologie.
Il se tire d'embarras par l'ontologisation de l'artistique en tant que projection éclaircissante de la vérité. Ce serait là le poétique au sens large. La poésie n'en serait qu'une des guises. Au contraire de Borchardt, qui œuvre pourtant dans la langue, Heidegger a expressément mis en avant que la langue marque tout art de son empreinte. Néanmoins, cette ontologisation escamote ce par quoi diffèrent les arts. Le lien qui les rapporte à leurs matériaux devient subalterne. Il ne reste après soustraction de ces derniers que quelque chose d'extrêmement indéterminé, quoi que puisse en dire Heidegger. Cette indétermination passe dans la métaphysique heideggerienne de l'art sous la forme d'une tautologie. L'origine de l'œuvre d'art, dit-il avec emphase, c'est l'art. Comme toujours chez Heidegger, l'origine ne doit pas s'entendre au sens d'une genèse temporelle, mais au sens de la provenance, de l'essence des œuvres d'art. Dans cette théorie heideggerienne de l'origine, rien ne vient s'ajouter, rien ne peut s'ajouter à ce qui a jailli d'origine. Sinon, il serait entaché par ce Dasein que le concept sublime d'origine voudrait précisément reléguer loin de soi. L'élément d'unité de l'art, ce qui dans l'art est proprement art, Heidegger le sauve au prix du silence respectueux que garde la théorie devant ce qu'il pourrait être. Si cet élément devient invisible avec la volte de Borchardt vers la sphère théologique en tant que seule sphère authentiquement poétique chez Heidegger, il s'évanouit dans la pure essentialité vide de contenu, comme s'il était sous la pression de la pluralité qui se révolte là contre l'élément esthétique de l'unité, se racornit et devient semblable à ce que Heidegger dit de l'être. Il n'est finalement rien d'autre et rien de plus que lui-même, purement et simplement. Or, l'art ne s'obtient pas par une distillation qui produirait ou son unité pure ou la multiplicité pure des arts. Ce qu'il faut congédier en tout cas, c'est la logique naïve selon laquelle l'art serait simplement le concept subsumant les arts, un genre qui les contiendrait comme ces espèces. Ce schéma est anéanti à même la non-homogénéité de ce qui est ainsi subsumé. Le concept subsumant perd de vue non seulement l'accident, mais encore l'essence. Il suffira de rappeler qu'il y a une différence essentielle, au moins pour la rétrospection historique, entre d'une part les espèces de l'art auxquelles l'image donne ou a donné son empreinte et qui contiennent de manière latente à vivre sur cet héritage. Ce sont les arts de l'imitation ou de la représentation, et d'autre part les arts qui se sont d'emblée soustraits à cette empreinte de l'image, arts sur lesquels elle n'a été greffée que peu à peu de manière intermittente et toujours précaire, comme la musique. De plus, il règne une différence qualitative entre la poésie qui requiert des concepts et qui, même dans sa figure la plus radicale, n'est pas totalement affranchie de l'élément conceptuel et les espèces non conceptuelles de l'art. Certes, la musique, justement, aussi longtemps qu'elle utilisait le médium prédonné de la tonalité, était dotée de composantes analogues au concept. Les quelques types d'accords tonals et leurs dérivés qui constituent comme des pions harmoniques et mélodiques. Néanmoins, ceux-ci ne furent jamais les unités marquantes de ce qu'ils auraient subsumé. Ils ne signifiaient pas non plus à la manière dont le concept signifie ces phénomènes. Ils pouvaient seulement, de manière analogue au concept, être mis en jeu comme un élément identique doté d'une fonction d'identité. Des différences comme celle-là, qui ouvrent sur des perspectives abyssales, attestent en tout cas qu'il n'y a pas entre ce qu'on appelle les arts un continuum qui autoriserait à penser le tout en un concept dont l'unité ne souffre d'aucune discontinuité. Sans qu'ils le sachent, les arts s'effrangent peut-être aussi pour abolir cette absence de dénominateur commun à ce qui accourt sous le même nom. Ceci devrait s'éclairer par comparaison avec un phénomène musical et son développement. L'orchestre n'est pas un tout qui aurait en soi sa complétude. Ce n'est pas un continuum de tous les timbres possibles, car entre ces timbres, on perçoit des béances. L'électronique voulait certes à l'origine produire cette homogénéité de l'orchestre, qui jusqu'à ce jour fait défaut, même si elle parvient rapidement à la conscience de sa différence avec toutes les sources sonores traditionnelles, et ainsi sacrifia le paradigme de l'orchestre intégral. On peut sans forcer comparer le rapport de l'art aux arts et celui de l'orchestre, tel qu'il s'est formé historiquement à ces instruments. L'art est aussi peu le concept des arts que l'orchestre est le spectre des timbres. Néanmoins, le concept d'art a sa vérité, et dans l'orchestre aussi, il y a l'idée de la totalité des couleurs comme télos de son évolution. Face aux arts, l'art est en formation, potentiellement contenu dans chaque art singulier, dans la mesure où chaque art doit s'efforcer de se libérer de l'aléatoire de ces éléments quasi naturels en les traversant. Une telle idée de l'art dans les arts n'est toutefois pas positive, rien qui soit en eux simplement là présent. Elle doit être exclusivement appréhendée comme négation. Si l'on ne s'en tient pas à un concept classificatoire et vide, c'est seulement de manière négative que l'on obtient ce qui unit les types d'art quant au contenu.
Tous se démarquent de la réalité empirique, tous tendent à la formation d'une sphère qui s'oppose qualitativement à cette réalité-là. Historiquement, les types d'art sécularisent la sphère magique et sacrée. Tous requièrent des éléments issus de la réalité empirique dont ils s'éloignent, et pourtant leur réalisation tombe à leur tour dans l'empirie. Voilà qui conditionne la double position de l'art envers ces genres. Vu la part inextinguible qu'il prend à l'empirie, l'art n'existe que dans les arts, ce dont le rapport discontinu les uns aux autres est prescrit par l'empirie extra-artistique. En revanche, en tant qu'antithèse de l'empirie, l'art est un. Son essence dialectique réside en ceci. Il n'accomplit son mouvement vers l'unité qu'en traversant la pluralité. Sinon, ce mouvement resterait abstrait et impuissant. Le rapport de l'art à la strate empirique est essentiel à l'art lui-même. S'il l'outrepasse, ce qu'il tient pour son esprit lui reste extérieur, comme la première matière venue. Ce n'est qu'au cœur de la strate empirique que l'esprit prend teneur. La constellation que forment l'art et les arts habite l'art lui-même. L'esprit s'étend entre deux pôles, une composante rationnelle fondatrice d'unité et une composante diffuse mimétique. Aucun de ces deux pôles ne doit être isolé, et l'art ne doit pas être réduit à l'un des deux, ni même à leur dualisme. Il y aurait par ailleurs trop de naïveté dans l'idée d'un passage des arts à l'art tel qu'il n'inclurait pas en lui ce que la teneur peut avoir de non esthétique. L'histoire de l'art récent est dans une large mesure celle de la perte du sens métaphysique, selon une logique irrévocable. S'il est certain que les genres artistiques, selon les lois de leur mouvement propre, ne veulent pas en rester à leurs zones respectives, il est tout aussi sûr que c'est en liaison étroite avec cette perte du sens que se sont développées les impulsions des artistes, presque spontanément accordées à cette tendance. Les artistes font de cette perte leur cause. Ils voudraient, selon leurs innervations propres, aller droit jusqu'à elle. Que la théorie esthétique trouve le mot qui convient pour cela, ou, cas le plus fréquent, qu'elle se prenne la tête à deux mains en clopinant derrière l'évolution. Cela dépend pour beaucoup du regard qu'elle porte au cœur de ceux qui, dans l'esprit artistique, sabotent le sens de l'art. Certes, ils sont nombreux à se fier à une tendance qui les décharge de leur propre effort, ce qui leur promet un substitut à cette sécurité que, tout au long de la modernité, l'art a mis à mal en s'émancipant de ces types et de ces schématas. On ne peut s'empêcher de faire l'analogie avec le positivisme logique du monde anglo-saxon qui refoule la philosophie. Un renoncement complet à tout sens, voire à l'idée même de vérité, procure manifestement un sentiment de certitude absolue et libéré du doute, même si cette certitude n'a plus aucun contenu. Mais cela ne dit pas tout de cette ivresse de dégrisement insatiable pour laquelle le terme d'absurde est entre-temps passé dans l'usage comme une formule magique. Conscience de sa propre contradiction, conscience de l'esprit en tant qu'organe de l'absence de sens. L'expérience de cet absurde s'étend en nombre de phénomènes de la culture de masse contemporaine. Il serait infructueux de s'interroger sur leur sens, puisque précisément ils se rebellent contre le concept de sens et contre l'affirmation que l'existence est dotée de sens. Il n'est pas rare que dans le domaine esthétique, tout en haut et tout en bas, les extrêmes se touchent. Le prétendu sens de la vie, l'art l'a mis en fiction durant des siècles et l'a martelé dans la tête des hommes. À ses origines, même la modernité n'en a pas douté, et ce jusqu'au seuil de ce qui advient aujourd'hui. L'œuvre d'art en elle-même, dotée de sens, déterminée par l'esprit en chacune de ses composantes, était complice de l'essence affirmative de la culture, selon la formule de Herbert Marcuse. Dans la mesure où l'art était aussi d'une certaine manière une image reflet, habit. Sa cohésion par l'apparence de sa nécessité a confirmé la plénitude du sens de ce que l'image avait à refléter, même si cette réalité pouvait devenir tragique, ou si elle pouvait être dénoncée pour sa laideur. Si l'on congédie aujourd'hui le sens que peut avoir l'esthétique, c'est aussi que l'on congédie la capacité externe et interne qu'ont les œuvres d'art de refléter en images. Hostile à un idéal d'harmonie qui présuppose pour ainsi dire comme caution du sens des relations ordonnées à l'intérieur des genres. L'effrangement des arts voudrait échapper à l'empêtrement idéologique de l'art, qu'il atteint en tant qu'art, en tant que sphère antarctique de l'esprit jusqu'au cœur de sa constitution. C'est comme si les genres artistiques, en niant les contours fermes de leur figure, grignotaient le concept même de l'art. Le phénomène originaire de l'effrangement de l'art, on le trouve dans le principe du montage, qui s'est imposé avant la Première Guerre mondiale avec l'explosion cubiste, et certes indépendamment de celle-ci chez les expérimentateurs comme Schweitzer, puis dans le dadaïsme et le surréalisme.
Mais que fait le montage sinon perturber le sens des œuvres d'art par une invasion de fragments issus de la réalité empirique? Invasion soustraite à la législation du sens et du même coup infliger un démenti au sens. L'effrangement des genres artistiques accompagne presque toujours la prise que les configurations ont sur la réalité extra-esthétique. Et c'est justement cette prise qui est strictement opposée au principe de la mise en reflet, l'Abbildung de cette réalité extra-esthétique. Plus un genre laisse entrer en soi ce que son continuum immanent ne contient pas en lui-même, plus il participe à ce qui lui est étranger, à ce qui est de l'ordre de la chose, au lieu de l'imiter. Il devient virtuellement une chose parmi les choses, il devient ce dont nous ne savons pas ce que c'est.